Salut les déconfinés, c'est Merege et aujourd'hui, on vient parler de toute la filmographie de Tony Scott, un des réalisateurs les plus sous-cotés de l'histoire, vraiment. Le mec s'est fait bâcher pendant toute sa carrière, alors que c'est un esthète. Graphiquement, c'est exceptionnel. Tous ses films sont flamboyants, le style est sublime, le montage est incroyable, c'est ultra dynamique, à chaque fois on en prend plein la rétine, c'est vraiment excellent, c'est une sorte de Michael Bay, mais sans vulgarité, beaucoup plus esthète quand même que Michael Bay, même si quelque part Michael Bay est un esthète également. C'est le frère de Ridley Scott, donc il est anglais, il a étudié la peinture pendant des années, vraiment, et il considère chaque film, et même chaque plan, comme une peinture à part entière. On le reconnaît notamment grâce à ses longues focales, avec toujours des gros plans comme ça sur des personnages qui sont magnifiques, des couleurs assez primaires, rouge, bleu, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez percutant comme ça, d'assez boom in your face. Et puis un montage très très dynamique, des expérimentations au niveau du montage. Plus ça va dans sa carrière, et plus ça devient un petit peu chaotique, jusqu'au fabuleux Man on Fire et Domino, où là, quasiment, on est parfois dans certaines séquences dans quelque chose d'extrêmement expérimental. Et donc, je me suis dit, écoutez, par les temps qui courent, on n'a pas beaucoup de choses à regarder, pourquoi ne pas replonger dans toute la filmographie de cet auteur, j'ose le dire, exceptionnel. Donc on va tout de suite commencer avec son premier film. Ça s'appelle Les Prédateurs. Ça a été shooté en 1983. C'est avec Catherine Deneuve, David Bowie et Suzanne Sarandon. Et c'est un film de vampire. En gros, Catherine Deneuve, elle a 4000 ans. Son mec, c'est David Bowie, qui en a 300. Ils vivent ensemble. Et il est touché par une mystérieuse maladie. Et donc, pour essayer de le sauver, elle jette son dévolu sur Suzanne Sarandon et le film est absolument sublime, vraiment, c'est magnifique. On va dire que graphiquement, c'est le film qui ressemble le plus à Ridley Scott. On dirait vraiment un film de Ridley Scott, quasiment. Il y a certains plans, c'est très plat comme ça, une lumière, vous savez, très volumétrique, j'ai envie de dire, avec de la fumée partout dans le cadre. Quelque chose comme ça de très dense. C'est absolument fabuleux. Je n'ai pas le film en Blu-ray, je ne sais pas s'il est sorti, je vais me renseigner. Je ne l'ai qu'en DVD, mais franchement, s'il pouvait sortir un Master 4K là, je me jetterais dessus. Ce film n'est pas très connu les amis, et c'est un des meilleurs films de vampires, donc vous pouvez vous jeter dessus, c'est absolument génial. Alors ensuite, en 1986, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, le célèbre duo, le duo phare de producteurs des années 90, l'engagent pour réaliser le blockbuster à la gloire de Tom Cruise. Boum! Top Gun! Et alors là, c'est l'explosion. Évidemment, le film cartonne, j'ai pas besoin de le présenter, Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Michael Ironside, des gros avions, des explosions, que du vrai la plupart du temps, un style exceptionnel, avec des couchers de soleil, des couleurs, ce qui se rapproche le plus de Michael Bay, on va dire, mais toujours fait de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus brillante que Michael Bay, avec beaucoup de raccords dans l'axe, on reconnaît très très souvent, il fait ça, il fait des petits raccords dans l'axe, voire 2, voire 3. C'est assez intéressant au niveau du montage. C'est toujours très pertinent. Un plan égale une action, la plupart du temps. Bon, ça reste quand même un tout petit peu ostentatoire parfois. Il y a des travelling circulaires qui servent à rien. Mais c'est quand même beaucoup moins découpé qu'un Michael Bay. Comme je le disais, beaucoup moins vulgaire. Et puis finalement, ça utilise le langage cinématographique de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, beaucoup plus directe. Donc ce film... c'est un peu un film, c'est vrai, comme la théorie de Tarantino. C'est vrai que c'est un peu un film gay. On a l'impression de voir une métaphore, on a l'impression de voir des bites volantes. Tout le monde est à poil, tout le monde se tape dans le dos. Ça fait, le rapport entre Iceman et Tom Cruise est très drôle.
Franchement, ouais, revoir Top Gun sur l'angle du film gay, c'est assez excellent, je vous conseille de le faire. Il y a plein de théories qui traînent sur le net, hein. Et bah voilà, hein, il y en a eu qu'un, un Top Gun. Franchement, on n'a pas fait mieux depuis, hein. C'est pas Aigle de Fer qui me dira le contraire. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Quel dommage hein, que ce ne soit pas Tony Scott, vu qu'il est décédé, hein, mais voilà, on va avoir apparemment dans la bande-annonce de très 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 belles scènes avec voilà des véritables avions en action. Ça va être fabuleux, franchement, je le sens bien. D'ailleurs, ça aurait dû sortir là, hein, mais bon, Covid-19 m'a tué. Et voilà, hein, ce film, franchement, n'écoutez pas trop les ragots. Hein, il n'a pas du tout vieilli, il n'a pas du tout pris une ride. Non, c'est vraiment excellent. Bon oui. Parfois c'est un peu cheesy, hein, c'est marqué quand même, on est d'accord, mais ça reste toujours extrêmement bien réalisé et extrêmement satisfaisant au niveau de l'action. Bref, tout le monde l'a déjà vu, je vais pas déblatérer plus que ça, on va passer tout de suite à son autre film. En 1987, toujours le même duo de producteurs lui confie les rênes de la suite du flic de Beverly Hills. Bim, le flic de Beverly Hills 2. Alors, même si c'est un très bon film, déjà je le trouve beaucoup moins bon que le premier. Ça c'est mon goût à moi, parce que ouais là je le trouve peut-être un petit peu artificiel, on dira. La photo est magnifique, hein, comme d'habitude. Le casting, Ronny Cox, etc. c'est excellent. Brigitte Nielsen, il y a vraiment des images qui restent. Le style, bah voilà, hein, toujours les longues focales, toujours le coucher de soleil. C'est toujours des scènes d'action assez pharaoniques, etc. Eddie Murphy est très bien dirigé, mais on va dire que, de mon point de vue, c'est un des Tony Scott que j'aime le moins. Voilà, même si je l'aime bien, hein, je trouve que ouais là, ça répond quand même un petit peu au cahier des charges des producteurs. Donc c'est très bien fait, mais j'ai envie de dire, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et d'ailleurs, la trilogie hein, du flic de Beverly Hills, en vérité, il y a que le 1 vraiment hein, qui casse des petites pattes, parce que les deux autres sont quand même relativement décevants. Donc avec le carton de Top Gun, hein, il enchaîne les films d'action. D'ailleurs, il va rester un petit peu toute sa carrière emprisonné hein, voilà, dans le rôle du gros faiseur d'action, alors que, comme je vous le disais, c'est un artiste, c'est un esthète. Il va essayer de s'en démarquer quelquefois, mais non, il arrivera jamais vraiment hein, à s'en libérer. Et puis, il est considéré comme ça par la presse américaine et anglaise, et en général, il se fait dégommer. Je me rappelle quand même qu'en France, la presse était beaucoup plus tendre avec lui, et on avait quand même, je me rappelle d'interviews dans Mad Movies, etc., où on essayait de le mettre en valeur, et on se rendait compte, hein, on est souvent en avance les Français, hein, on se rendait compte quand même que ce mec-là était précurseur, parce que quand vous voyez un film de ce calibre, la façon dont il est filmé, et vous voyez que c'est même pas un film des années 90, c'est quand même assez stupéfiant, graphiquement, comment le mec était ultra en avance, hein. Michael Bay, il était encore en train de jouer au billes, hein. Bref, ouais, c'est décevant, mais ça reste quand même très très bon. Allez, on passe à la suite. Alors attention, premier film des années 90 pour Tony Scott, et pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Il s'agit de Revenge, avec Kevin Costner. Franchement, c'est absolument fabuleux. Beaucoup moins ostentatoire que ses précédents travaux, hein. Beaucoup plus straight to the point, comme j'aime le dire. Voilà, des plans beaucoup plus simples, une photographie magnifique, des acteurs au taquet, un rythme beaucoup plus lent. Kevin Costner joue le rôle d'un ancien de la Navy qui devient une sorte de garde du corps pour un riche Mexicain. Et il tombe amoureux de la femme du Mexicain. Et voilà, on ne fricote pas avec la femme d'autrui, hein, tu le sauras. Alors, je tenais à préciser que ce film est exceptionnel, vraiment, hein, je l'ai déjà dit, mais il faut absolument le voir. Si on a un à voir pour moi, c'est celui-là. Et donc voilà, il y a marqué Unrated Director's Cut. Alors effectivement, ils ont sorti une deuxième version. C'est assez marrant, hein, parce que la première version, en fait, il y avait plein de plans à l'épaule, voilà, qui sont pas très Tony Scottiens, on va dire. Et en fait, là, il les a tous enlevés. Poum, 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 poum. Donc il y a quasiment plus de caméra tremblante. C'est vraiment, voilà... que de la machinerie, hein, comme d'habitude avec lui. Donc ça, c'est assez cool, parce que je trouve que effectivement le film est plus beau. Mais en revanche, le unrated, c'est un petit peu, et même complètement faux,
puisque la version d'avant était un petit peu plus violente, notamment une scène de passage à tabac où Kevin Costner se fait défoncer, se fait marcher sur la main, etc. Là, il y a moins de plans, c'est moins graphique, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est quoi, c'est je sais pas, 5 secondes sur tout le film, donc je vous recommande quand même cette version. Et vraiment, ouais, c'est son plus beau film avec True Romance pour moi et Man on Fire. Jetez-vous dessus, c'est absolument stratosphérique. Allez, on passe à la suite. Alors toujours en 90, Don Simpson et Jerry Bruckheimer remettent le couvert. D'ailleurs, ils vont le faire souvent. Ils veulent faire une sorte de suite à Top Gun. Boum! Et ouais, Jour de tonnerre, un film de voiture, un film de NASCAR. Ils vont chercher Tom Cruise. C'est là où il va rencontrer Nicole Kidman d'ailleurs. Ils forment un duo voilà, qui fonctionne toujours autant à l'écran. Et c'est pareil, c'est pas le meilleur film de Tony Scott. C'est pas aussi bon ni drôle ni fun que Top Gun, mais ça reste quand même très 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 bon. Et les scènes de bagnole sont absolument incroyables. Bref, je vais pas m'étendre beaucoup sur ce film. Moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'on peut très très facilement s'en passer. Mais bon, vous me connaissez, moi j'adore le style. Je préfère vraiment un film bien filmé qu'un film bien écrit. Ah oui, c'est un peu mon problème, on va dire. Je me fais souvent dégommer à cause de ça. Mais là, ouais, on en prend quand même plein les mirettes. Et tout est construit à la gloire de Tom Cruise. D'ailleurs, c'est même plus Tom Cruise, c'est Cruise. J'adore. Donc, ouais, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez tenter. Et si, comme moi, vous faites la rétrospective Tony Scott, bon, c'est pas grave, vous pouvez le zapper. Vous ne vous en porterez pas plus mal. Allez, on passe à la suite. En 1991, Tony Scott change de producteur et il travaille avec un autre producteur légendaire. Eh ouais, Joel Silver, producteur de Piège de cristal. Bim! Sean Black, ce magnifique scénariste et réalisateur qui a évidemment écrit L'Arme Fatale. Eh bien, oui, il prend sa petite plume et puis il nous écrit Last Boy Scout, le dernier Samaritain. Un film culte, une tuerie, franchement c'est mortel. Bruce Willis, c'est un de ses meilleurs rôles, il fait une sorte de McClane comme ça, tout cramé de la tête, vraiment alcoolique dernier degré. C'est un buddy movie absolument colossal, réussi dans le milieu du football américain. Il y a des scènes d'action absolument dantesques, il y a des répliques, mais franchement elles sont toutes cultes, c'est hallucinant, bon c'est Sean Black style, mais vraiment, on vient d'inventer un nouveau truc, Joe, les rasoirs. Trop risqué, je pense à toi et j'ai plus qu'une seule idée en tête, m'ouvrir les veines. Voilà, des trucs comme ça, j'adore. Et franchement, ce film n'existe pas en France en Blu-ray. Je crois qu'il y a un un Blu-ray, allemand, avec la vraie VF, c'est ce qu'on m'a dit, dans un commentaire la dernière fois. Parce que là, en zone 1, il n'y a que les sous-titres. Et vraiment, c'est comme d'hab, ultra bien réalisé, avec énormément de raccords dans l'axe x3. Comme s'il faisait un zoom, mais qui découpait le zoom. C'est assez marrant. Et c'est assez symptomatique de son style. Très très violent, très très bien écrit, très très bien rythmé. Touche-moi encore et je te tue. Et on va passer à la suite, mais si vous n'avez pas vu, franchement, Le Dernier Samaritain, ce petit bijou du film d'action, je vous jure qu'une fois que vous l'aurez vu, vous aurez envie de danser une gigue. En 1993, Tony Scott va réaliser un autre chef-d'œuvre. On peut considérer que c'est son meilleur film également. Je vous dis, son trio de tête, c'est Revenge, celui-ci, et puis évidemment Man on Fire. C'est écrit par Quentin Tarantino, qui a vendu le scénario pour pouvoir financer Reservoir Dogs. C'est le premier scénario qu'il a vendu d'ailleurs. Et ça s'appelle True Romance. C'est absolument incroyable. Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Un casting exceptionnel, un scénario fabuleux, un style flamboyant. Vraiment une romance véritable. Alors attention, je vais faire un tout petit spoiler, mais à l'époque, Tarantino et Tony Scott s'étaient embrouillés, parce que le film finissait mal. Et puis voilà, Tony Scott lui disait, à Tarantino, il lui disait, écoute, ces deux gars là, ces deux minots,
Ils en ont tellement chié pendant tout le film, je peux pas me résoudre. Je peux pas me résoudre à le buter à la fin, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Et Tarantino aimait pas du tout, il disait mais putain, c'est pas possible, t'es le réalisateur de Revenge quoi, merde, non, il faut absolument que t'ailles au bout du concept, etc. etc. Et Tony Scott, non, il a pas voulu. Et finalement, quand Tarantino a vu le montage, il a dit à Tony Scott, ouais en fait t'as raison, c'est mieux comme ça. True Romance, en plus, le dernier plan sur la plage est magnifique, ça fait un petit peu penser à l'impasse, sauf que là c'est vrai. Et la scène alternative où il se fait buter, eh bien, est disponible en Blu-ray, est disponible dans les bonus. Ça, c'est assez excellent. Et il y a pas mal de petites scènes coupées comme ça, très intéressantes, dont une où Samuel L. Jackson, ah oui, parce que il y a Samuel L. Jackson aussi, on les compte plus, qui bute un clébard à coups de fusil à pompe. C'est du coup très rare dans un film américain. Et vraiment, ce film est un bijou. C'est magnifique. En gros, c'est Christian Slater qui se fait draguer par Patricia Arquette. On sait pas trop pourquoi. Et puis, finalement, ce qui devait être une comédie à la base devient une romance véritable. Ça part un peu en Bonnie and Clyde. Ça part un peu en arnaque. Il y a des mallettes pleines de fric. Il y a des scènes d'amour dans des cabines téléphoniques. Il pleut des plumes lors des gunfights. C'est absolument incroyable. Gary Oldman qui nous fait une prestation exceptionnelle. Bref, un des meilleurs rôles, même peut-être le meilleur rôle de Christian Slater avec Mr. Robot. Et franchement, c'est absolument incroyable, phénoménal, canon, magnifique. Il faut le voir de toute urgence. Allez, on passe à la suite. En 95, Don Simpson, Jerry Bruckheimer reviennent et ils signent USS Alabama, sa première collaboration avec notre ami Denzel Washington. Et également sa première collaboration avec Gene Hackman, acteur pharaonique. Et donc c'est un film de sous-marin dans la pure tradition. C'est absolument magnifique. Une lumière comme ça, noire et rouge pendant tout le film, avec des gros plans et des travelling circulaires alors qu'on est en espace confiné. Vraiment une leçon de mise en scène. J'adore. Le film est coécrit en secret par Quentin Tarantino. D'ailleurs, ça s'appelle USS Alabama, comme l'héroïne de True Romance. Je ne sais pas si on peut y voir une petite liaison, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et voilà, c'est absolument dingue. Ça marche hyper bien, une tension palpable pendant tout le film. C'est en gros Denzel qui va se rebeller contre les ordres de Gene Hackman. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est canon. Franchement, c'est peut-être le meilleur film de sous-marin avec Das Boot et U-571 et puis évidemment le film de John McTiernan à la poursuite d'Octobre Rouge. Bref, c'est absolument canon. Allez, on passe à la suite. En 1996, il réalise Le Fan avec Wesley Snipes et Robert De Niro. Ce film est un petit peu anecdotique, on va dire, dans la carrière de Tony Scott. C'est un de ses moins bons films. C'est pourtant agréable, c'est bien filmé. En fait, ça raconte l'histoire de Wesley Snipes, qui est un joueur de baseball très très connu et dont De Niro est fan absolu. Et en gros, il le harcèle. C'est une histoire de harcèlement comme ça. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Je l'ai vu au cinéma à l'époque et je l'ai en DVD, mais il n'est pas sorti en Blu-ray. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez faire l'impasse dessus. Ça sera pas très grave. On va dire que formellement, c'est pareil, ça reste un film très agréable, mais le scénario est pas exceptionnel, les prestations sont pas folles non plus. Et donc voilà, on va dire que c'est un petit peu anecdotique. En 1998, il y a Ennemi d'État. Alors voilà, sa deuxième collaboration avec Gene Hackman. Gene Hackman qui reprend un petit peu le rôle qu'il avait dans le fabuleux film de Francis Ford Coppola, Conversation secrète. C'est un petit peu un hommage comme ça au polar des années 70. Voilà, un petit peu des visions satellites. Vous êtes espionné de partout. Il y a un truc comme ça. C'est un peu un film paranoïaque avec Will Smith très très bon. Là, il passe la vitesse supérieure. Au niveau du montage, on va dire que ça ressemble de plus en plus à Michael Bay. En tout cas, au niveau de l'enchaînement des plans, ça devient beaucoup plus rapide quand même. Et il pénètre un petit peu dans les années 2000, on va dire, et avec toujours un petit peu d'avance, évidemment. Et ouais, c'est très agréable.
c'est très très bien fait, mais on va dire que voilà, hein, c'est la deuxième partie de carrière de Tony Scott. C'est quand même des films qui sont un petit peu moins intéressants, qui sont faits, on va dire pour le box office. Hein, c'est toujours Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Donc voilà, c'est très bien, mais on sent peut-être que Tony Scott est en manque d'inspiration. Voilà, il fait en gros un petit peu son yes man. C'est pas méchant, hein, c'est un petit peu vrai. Et voilà, c'est très bon, mais très franchement, c'est quand même assez oubliable. Il enchaîne en 2001 avec un excellent film d'espionnage, Spy Games, avec Robert Redford et Brad Pitt. Là, il y a beaucoup de scènes de sniper, beaucoup de scènes d'action. C'est assez haletant. Je trouve ça, voilà, bien. C'est même un très bon film. Mais je vous avoue, hein, je l'avoue humblement, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je ne m'en rappelle pas très bien. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé, voilà. Donc, mais il a excellente réputation. Donc, je suis très curieux de le redécouvrir. Et en plus, hein, avec la médiocrité ambiante actuelle, je sens, je ne sais pas pourquoi, que je vais me prendre une petite claquouse. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est un grand film ou juste un bon film? Moi, je me rappelle que graphiquement, c'est magnifique, que les plans sont sublimes. Et j'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Allez, on passe à la suite. Alors attention, 2004, autre collaboration avec Denzel Washington. Et pour la plupart des gens, c'est son meilleur film. Il s'agit de Man on Fire, un film qu'il voulait réaliser depuis les années 80, mais il s'était fait doubler par Eli Chouraki. Et ouais, Cocorico. Et donc là, c'est une réadaptation en fait du même scénario. Je crois que c'est inspiré d'un roman, il me semble. Là, l'action est déplacée au Mexique. On va dire que le personnage de Denzel Washington, s'il mourait, là tout de suite, il pourrait aller en enfer instantanément, et qu'il est en quête de rédemption, qu'il va la trouver auprès d'une enfant. Voilà, la petite fille qui joue là, dont j'ai oublié le nom, mais qui est très bonne. Dakota Fanning, je crois que c'est ça. Et le film est absolument fabuleux. Le style est sublime. Les plans sont incroyables. Mais en plus, là, il y a de l'expérimental. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment une sorte de caméra qui tremble et qui se superpose. On a une sorte de superposition d'images comme ça, comme si on avait le subconscient du personnage qui imprimait à même le film, comme ça, un film dans le film, d'une certaine façon. C'est assez dur à expliquer, mais franchement, si vous l'avez vu, vous voyez parfaitement de quoi je parle. C'est franchement une dinguerie. C'est monté à la perfection. C'est magnifiquement bien filmé. Les acteurs sont au taquet. Denzel, il est mortel. C'est sublime. Franchement, voilà, son troisième chef-d'œuvre, on peut le dire. Moi, je préfère True Romance, hein, je préfère Revenge, mais franchement, ouais, la réputation n'est pas galvaudée. Je vais pas vous en parler pendant des heures, hein, parce que tout le monde l'a vu 50 fois, tout le monde adore. Mais voilà, le Blu-ray est magnifique. Donc ouais, vous pouvez vous jeter dessus. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne le regretterez pas. Alors ensuite, en 2005, bim, Keira Knightley, Mickey Rourke, Domino, à ne pas confondre hein, avec le piètre film de De Palma qui est sorti dernièrement. Là, ouais, là, on est vraiment, voilà, chasseur de primes. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est son film le plus clipesque, le plus dingue, qui a des trucs absolument malades. Rappelez-vous, hein, l'espèce de bulle sous la piscine, là, il y a des trucs complètement incroyables, des gunfights pharaoniques. Le film n'a pas été particulièrement apprécié. Quand il est sorti, il s'est fait un peu dégommer, même en France. Mais moi, je trouve ça complètement dingue. J'adore. C'est complètement barjot. Et si vous êtes passé à côté, je vous recommande vraiment la vision de cet ovni, hein, un objet filmique non identifié, avec peut-être le meilleur rôle de Keira Knightley, et puis Mickey Rourke qui n'avait pas encore sombré, hein, qui était encore reconnaissable. Franchement, non, c'est mortel. Donc ouais, des deux dominos, il n'y a pas photo. C'est celui-là qui remporte la mise. En 2006, il réalise Déjà Vu, un film qui n'est pas très apprécié, encore une collaboration avec Jerry Bruckheimer et avec Denzel Washington. Ça parle un petit peu de voyage dans le temps, d'une certaine façon. Il y a notamment une poursuite comme ça en bagnole absolument incroyable qui se passe sur deux temporalités. Eh, coucou Tenet,
Ouais, salut Nolan. Sauf que là, c'est hyper compréhensible, c'est hyper bien shooté, c'est mortel. Franchement, Nolan, prends-en de la graine. Donc, le film s'est fait dégommer. Hein. Le film, personne ne l'aime. Enfin, là, à chaque fois que j'en parle, on dit c'est de la merde déjà vu. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je trouve ça hyper haletant, hyper bien fait. Bon, oui, c'est un petit peu capillotracté. Oui, c'est un film d'action. Hein, c'est pas le meilleur Tony Scott, mais franchement, non, c'est assez chouette. Franchement, c'est trop bien réalisé comme d'habitude. Hein. Moi, de toute façon, son style m'épate à chaque fois. Donc, bon, voilà, hein, c'est un petit peu la fin de carrière. C'est vrai que c'est moins bon, comme je le disais. Hein. C'est vrai, mais non, hein, c'est quand même de la maestria. Hein. Certaines scènes sont absolument dingues. Donc, je vous le recommande quand même. Et si vous l'avez déjà vu, ce n'est pas grave. Elle est pourrie cette vanne. 2009, les collaborations avec Denzel Washington ne s'arrêtent plus. Là, on est sur l'attaque du métro 1, 2, 3 avec John Travolta. Putain, c'est un des meilleurs rôles de Travolta. Denzel Washington, il est canon. Hein, ça raconte l'histoire d'une prise d'otage dans le métro. Franchement, c'est pareil. Hein, ce film n'a pas très bonne presse. Enfin, ou alors c'est assez moyen. Moi, je trouve ça maîtrisé de A à Z. C'est franchement magnifique. Le duo fonctionne à merveille. J'adore ce putain de film. Même si, on va pas se mentir, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est ultra efficace. C'est vraiment, voilà, hein, toutes les scènes de tension sont ultra réussies. Et moi, j'adore en plus Travolta. Je suis ultra fan. Il a pas fait forcément, voilà, un nombre de bons films incalculables. Hein. Il s'est un petit peu perdu plusieurs fois. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout, voilà là, hein, dernièrement, non, il est un peu parti en cacahuète, le Travolta. Donc ça fait hyper plaisir de le revoir, voilà, de se replonger dans une de ses meilleures prestations. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est pareil, hein, n'écoutez pas trop les rumeurs. Ça reste, voilà, un style incroyable, ultra bien shooté, ultra bien rythmé. C'est magique. Donc franchement, je vous le recommande. Moi, c'est un de mes préférés. C'est comme ça, hein, j'adore ce film. Et passons tout de suite à son dernier film. Nous sommes en 2010 et Tony Scott nous sort Unstoppable. Voilà, un gros film d'action avec un petit arrière-goût comme ça de speed. Vous savez, il y a un train lancé à pleine vitesse qui ne peut pas s'arrêter. Donc c'est de l'action non-stop. Il y a Chris Pine, il y a encore une fois et pour la dernière fois Denzel Washington. C'est ultra bien réalisé. Voilà, hein, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. On en prend plein les mirettes pendant 2 heures. C'est son dernier film. Il est mort en 2012, hein, on sait pas trop pourquoi. Il s'est suicidé, s'est jeté d'un pont. Apparemment, voilà, moi j'avais entendu des rumeurs hein, qui disaient que il avait une maladie dégénératrice au niveau du cerveau. Et je pense que voilà, pour un artiste, pour un esthète, se dire qu'on va perdre la mémoire, qu'on va tout oublier, ça doit être insupportable. Hein. Donc c'est vraiment une tragédie. C'est vrai que c'est pas son meilleur film. Hein. C'est vrai qu'il avait peut-être en réserve encore 1 ou 2 ou 3 même chefs-d'œuvre. Et puis voilà des films d'action pharaoniques de toute façon qui nous auraient servi à chaque fois. Et voilà, hein, sa carrière, elle s'est arrêtée un petit peu comme ça. Ça reste franchement un film d'action de haute volée. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai tous les Tony Scott en Blu-ray, en DVD. Hein. C'est un de mes réalisateurs préférés. Je crois que formellement, même s'il me racontait l'histoire de 2 orphelins sourds muets en Polynésie, enfermés dans une grotte, je regarderais et je trouverais ça trépidant et fabuleux. Vraiment, ça me parle absolument, son style, c'est sa façon de monter. Voilà, comme je vous le disais au début, hein, ces longues focales comme ça, son montage ultra dynamique. Le fait que ça soit toujours très pertinent, une action par plan, ouais, c'est à la fois, on va dire très simple, comme ça au niveau du montage, en apparence, hein, et à la fois complètement ostentatoire. Bref, limite, si j'osais, je pourrais dire que je le préfère à Ridley Scott. Mais non, je vais quand même pas le dire parce qu'il y a quand même Alien, il y a quand même Blade Runner. Il y a quand même plein de choses absolument phénoménales que nous a fait Tonton Ridley. Mais vraiment, le duo de frangins, il nous aura servi des pépites et des pépites à n'en plus finir.
Donc bah ouais, le talent, hein, parfois c'est de famille. Bravo les gars, merci Tony hein, pour toutes ces années. Et bah voilà, on va essayer voilà de te faire un peu de pub, de te réhabiliter auprès des petits jeunes qui commencent déjà à t'oublier. Hein, je l'ai senti parfois dans les commentaires. Donc non, c'est une grande faute. Jetez-vous sur la filmo de Tony Scott. Moi c'est ce que je vais faire. Là, je vais me refaire tous les films dans l'ordre. Donc bah, faisons-le ensemble peut-être. Hein. Parlons-en dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez au fur et à mesure. Et bah, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, les petits déconfinés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Allez, ciao!